La dernière fois, je vous présentais le site d'Ekbalam autour de Valladolid, mais l'autre site incontournable est bien évidemment Chichen Itza. Ah, Chichen Itza, le site maya le plus connu et aussi le plus visité au Mexique chaque année. Alors dans cette vidéo entièrement consacrée à ce site, je vais bien évidemment reprendre tous les éléments que j'ai présentés sur Nuria TV il y a quelques semaines, mais il y aura aussi 2-3 trucs dont je n'ai pas parlé et qui devraient vous intéresser. La cité a été abandonnée il y a environ 800 ans pour des raisons qui restent encore indéterminées, et vous pouvez voir sur cette photo ce qu'il reste de cette ancienne cité pour laquelle il est estimé qu'à son apogée, elle a pu abriter jusqu'à 100 000 personnes. Alors ça y est, je suis rentré à Chichen Itza, énormément de monde, c'est un peu Disneyland ici. Et des allées de boutiques. Donc voilà ce pourquoi viennent ces millions de touristes tous les ans à Chichen Itza, c'est pour la pyramide de Kukulkan, le Castillo. Un Castillo qui est très bien conservé, et quand on voit son état sur cette photo en 1892, on se dit qu'il y a eu un sacré travail de restauration pour retrouver la pyramide que l'on peut visiter aujourd'hui. Enfin qu'on peut photographier en restant en bas, car depuis 2008, il est interdit de monter les escaliers. Cette pyramide est également un des quelques exemples de réemploi connus du monde maya. Pourquoi je parle de réemploi? Parce que les archéologues ont découvert qu'il y avait 2 autres pyramides sous celles qu'on peut voir, empilées comme des poupées gigognes. Une pyramide de 20 mètres de haut, celle qui est en vert, et une autre de 10 mètres en orange. Ces 2 pyramides sont bien évidemment plus anciennes de quelques siècles que le Castillo. Il s'agit vraisemblablement de différents souverains qui, une fois au pouvoir, ont voulu avoir leur pyramide à leur nom et ont préféré recouvrir celle qui existait plutôt que d'en construire une nouvelle. Sans doute aussi parce que le site originel n'avait pas été choisi au hasard. En effet, grâce à la mise en place d'électrodes placées dans le sol, des scientifiques ont détecté de l'eau sous le Castillo. Ce dernier a en effet été construit sur un trou d'eau de 20 mètres de profondeur, un trou d'eau que les Mayas appellent cénote, ce qui peut sembler étonnant car les cénotes étaient l'unique source d'eau potable de tout le Yucatan. Il y a d'ailleurs au moins 5 autres cénotes sur tout le site historique de Chichen Itza, car sans cénotes, pas de vie possible. Alors pourquoi avoir construit cette fabuleuse pyramide sur de l'eau en empêchant ainsi l'accès pour tout le monde? Vous me direz, il y avait peut-être juste un accès pour les prêtres. Ou alors, la présence de cette eau avait peut-être une autre fonction. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah bah si vous voyez pas, je vais vous expliquer mon hypothèse. Je repars d'abord d'une carte globale, avec Chichen Itza en haut à droite, pour signaler qu'il y a une autre pyramide maya sous laquelle les archéologues ont retrouvé de l'eau. Il s'agit du temple des inscriptions sur le site de Palenque, à 860 km de distance plus au sud. Comme de nombreuses autres pyramides du monde maya, celles de Chichen Itza et de Palenque ont les mêmes 9 niveaux ou plateformes qui symboliseraient les 9 régions du royaume des morts mayas. Mais le lien qui nous intéresse ici est que ces 2 pyramides ont été construites sur de l'eau. Donc à Chichen Itza, on vient de le voir, et à Palenque, on le verra mieux en reprenant la vue de face du temple des inscriptions, puis en superposant par-dessus la vue en coupe du même temple. Au passage, sur cette vue en coupe, je vous montre le tombeau dans lequel le sarcophage du roi Pakal a été découvert en 1952. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois, lorsque j'irai à Palenque. Sur cette vue en coupe, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce canal artificiel qui a été mis au jour par les archéologues en 2016. Il s'agit d'un canal qui parvient jusqu'en dessous de la salle du sarcophage sans que les archéologues ne sachent vraiment à quoi il pouvait bien servir. L'hypothèse est qu'il aurait été conçu comme un moyen pour l'âme de Pakal de gagner le monde souterrain. Pourquoi pas? Mais il se trouve qu'on a encore une fois de l'eau sous une pyramide. Vous me direz, c'est aussi ce qu'on retrouve fréquemment sous nos cathédrales. Par exemple, pour la cathédrale de Chartres, qui a été construite sur un site ayant servi à un culte antérieur, on sait que toutes les églises qui l'ont précédée étaient orientées dans la direction nord-est, qui correspond au tracé du cours d'eau souterrain situé à 37 mètres de profondeur que je vous ai mis ici en bleu. Ainsi, pour de nombreux géobiologues, certains édifices comme les cathédrales ou les églises seraient d'abord positionnés en fonction du sens de l'eau souterraine
et en second lieu par rapport aux points cardinaux. Mais à quoi ça sert d'avoir de l'eau qui passe sous un temple, une pyramide ou une église ? Du point de vue de la géobiologie, la présence de courants d'eau rendrait le lieu particulièrement fort au niveau énergétique. À Chartres, ce phénomène serait renforcé par la présence de 14 autres petits cours d'eau souterrains qui auraient été canalisés pour croiser le cours d'eau principal, pile au-dessous d'une statue de Notre-Dame. Le même phénomène serait également présent à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Le croisement de toute cette eau, associée à la géométrie sacrée utilisée pour construire le monument, aurait pour effet de provoquer un puissant vortex cosmotellurique qui pourrait avoir cette tête sur cette autre vue de la cathédrale. Je précise que ce schéma de vortex est purement informatif, ce n'est pas tout le temps comme ça que certains clairvoyants peuvent le voir dans l'invisible, c'est juste pour vous donner une idée. Ainsi, l'objectif de ce type de construction, et des phénomènes associés, étant bien évidemment de faciliter la connexion aux énergies provenant du ciel et de la terre via des rituels et cérémonies spécifiques. Est-ce que c'est la même chose qu'ont voulu faire les Mayas à Chichén Itzá ou Palenque ? Pour Chichén Itzá, c'est ce que semble montrer cette photo avec ce rayon lumineux qui sort verticalement de la pyramide, comme un rayon laser projeté vers le ciel, ou alors un rayon qui viendrait du ciel. Cette photo a été prise par Hector Siliezar le 24 septembre 2009, alors qu'il photographiait tout simplement ses deux filles devant la pyramide, comme le font des millions de touristes depuis des années sur ce site. Sauf que ce jour-là est apparu ce rayon vertical sortant de la pyramide. Une photo quand même assez incroyable, et a priori ce serait la seule à montrer ce phénomène pour cette pyramide. Alors la photo apparaît comme n'étant ni truquée ou falsifiée, mais il pourrait néanmoins s'agir d'un dysfonctionnement rare de l'appareil photo numérique utilisé. Je vous disais que pour que le vortex apparaisse à la cathédrale de Chartres, il avait fallu le croisement de plusieurs cours d'eau souterrains. Eh bien, à Chichén Itzá, ce ne sont pas des cours d'eau qui se croisent, mais des cénotes. Dans le magazine National Geographic d'août 2013, 2 archéologues mexicains ont montré que le Castillo se situait au croisement de 4 autres cénotes. Donc là, sur ce fond de plan aérien, vous voyez en jaune le Castillo, et là, vous avez la localisation des 4 autres cénotes qui ont été découverts par les archéologues. Des cénotes qui se croisent au niveau du Castillo et de son cénote, que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que les Mayas avaient les mêmes connaissances que les bâtisseurs des cathédrales dans l'idée de croiser des points d'eau afin de créer ce type de phénomène ? J'aurais tendance à penser que oui, mais cela n'engage bien évidemment que moi. J'ai aussi pris une photo avec le même angle qu'Hector, à gauche là, mais pas de rayon sortant de la pyramide pour moi. Quoique. Et en plus, ça me rappelle cette pierre d'Ica au Pérou, donc à plusieurs milliers de kilomètres de Chichén Itzá, une pierre sur laquelle on voit 2 humains en train d'incanter ou de chanter en vis-à-vis de cette pyramide à 4 étages de laquelle sort un rayon vertical. Avec également 2 flèches qui sortent aussi du sommet de la pyramide et qui se dirigent dans 2 directions opposées. D'ailleurs, est-ce que c'est un rayon qui sort ou un rayon qui rentre dans la pyramide, apportant une énergie venue du soleil, comme semble le signifier ce pétroglyphe ? Mystère. Et est-ce qu'on pourrait y voir un lien avec le vortex évoqué précédemment ? Moi je me dis, ¿por qué no ? Pour revenir à Chichén Itzá, je disais que la photographie avait été prise le 24 septembre 2009, soit le lendemain de l'équinoxe d'automne. Et que se passe-t-il également sur cette pyramide à chaque équinoxe de printemps et d'automne de chaque année depuis que cette pyramide a été construite ? Eh bien, les touristes affluent en masse pour assister à un phénomène spectaculaire que vous pouvez observer à gauche de l'image. L'orientation des rayons du soleil contre l'arête de la pyramide fait que l'ombre du crénelage de l'arête peut se voir contre le muret d'un des escaliers de la pyramide. Et comme au bas de ce muret, il y a une énorme tête de serpent, eh bien le phénomène visuel donne l'impression d'un serpent qui ondule et qui descend de la pyramide. On est sur un des escaliers de la pyramide, celui où vous avez la tête de serpent juste en bas là, et où tous les 21 mars et 23 septembre tous les ans, on a le phénomène du serpent qui a l'air d'onduler en fait le long de ce mur pour montrer qu'on est à l'équinoxe et du printemps et d'automne. Un phénomène extrêmement spectaculaire pour ceux qui peuvent l'admirer, ce qui n'était pas mon cas. L'idée du serpent, c'est en lien avec le dieu Kukulkan. Ce serait la pyramide de Kukulkan, le dieu serpent à plumes qui s'appelait Quetzalcoatl chez les Aztèques et donc Kukulkan chez les Mayas. Donc pour résumer encore une fois,
l'orientation et la construction de la pyramide sont telles qu'au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne, vers 17h du côté nord de la pyramide, le soleil produit avec les arêtes une ombre portée progressive qui descend les marches jusqu'à atteindre cette grosse tête de serpent en pierre à la base de cet escalier. L'illusion dure environ 3 heures. Moi perso, je trouve ça complètement fascinant. Autre phénomène intrigant, mais qui ne s'entend pas qu'à Chichén Itzá, si vous vous placez à quelques mètres d'un des 4 escaliers de la pyramide et que vous frappez dans vos mains, vous obtiendrez une imitation de l'oiseau sacré des Mayas et des Aztèques, à savoir le Quetzal, ce magnifique petit oiseau qui se repère grâce à ses longues plumes vertes et son cou rouge. Là, vous voyez, ça tape des mains. Moi aussi je tape des mains. Et en fait le bruit comme ça fonctionne sur les 4 faces de la pyramide, malgré le fait qu'on ait des escaliers qui soient abîmés. En fait le bruit va fonctionner, enfin le fait de taper des mains va renvoyer l'écho du Quetzal. Et donc ce ne serait pas forcément lié au fait que toutes les pierres soient présentes sur l'escalier a priori. Alors, comment expliquer cet étonnant phénomène ? Déjà, il faut expliquer que des ingénieurs du son se sont penchés dessus et que le bruit correspondrait a priori assez proprement, voire parfaitement au Quetzal. Selon ces mêmes experts, les dimensions et l'architecture du temple laissent à penser que les constructeurs de l'époque souhaitaient précisément obtenir un tel résultat. Les marches de l'immense escalier feraient donc office de gigantesque instrument musical. Les Mayas ont donc calculé les proportions exactes qu'il fallait pour générer cette vibration en écho, tout en l'orientant selon un angle qui n'est pas celui des 4 points cardinaux. Comme le montre cet extrait de Google Earth, on voit que la pyramide est décalée par rapport au nord. Donc non, la pyramide n'est pas parfaitement orientée selon les 4 points cardinaux, comme j'ai pu le raconter sur Nura TV il y a quelques semaines, mea culpa. Autre mea culpa, il n'y a pas de volcan non plus derrière Chichén Itzá, donc la photo que j'avais montrée sur laquelle on voit un gros panache de fumée sortir du haut de la pyramide était un montage que je n'avais pas vérifié au préalable, ça m'apprendra. Mais je n'en ai pas fini avec cette pyramide, car si je la replace un peu plus droite, on voit que les angles, tous les angles de la pyramide vont former un symbole qui va rappeler un symbole connu des Andes, à savoir la chacana, qui signifie la lumière des Andes en langue quechua. Avec ici un exemple pris sur le site de Pisac, au Pérou. Tiens, encore un lien potentiel avec le Pérou. C'est rigolo, non ? C'est rigolo parce qu'il n'y a pas de pyramide comme le Castillo au Pérou, et ni d'ailleurs nulle part en Amérique du Sud. Et puis cette spirale au milieu du symbole ne vous rappelle-t-il pas ce que je vous racontais tout à l'heure ? Une spirale en forme de serpent, sachant que le Castillo de Chichén Itzá est dédié au serpent à plumes. Donc cette croix à 12 pointes, en plus d'évoquer une pyramide avec des escaliers sur les 4 côtés, aurait également une signification plus élevée, dans le sens d'indiquer l'union entre le bas et le haut, la terre et le soleil, l'être humain et les sphères supérieures. Pour info, la plus ancienne chacana a été retrouvée dans un temple au Pérou, à Bentaron, et daterait d'il y a 4 à 5000 ans. Elle servirait également de calendrier pour indiquer les 4 saisons de l'année et les périodes de plantation et de récolte, comme c'est indiqué sur les points bleus à droite. Une référence au calendrier qui évoque bien évidemment, là encore, le Castillo, puisqu'en plus d'indiquer clairement les 2 équinoxes, chacun des 4 grands escaliers est composé de 91 marches, ce qui nous fait 4 escaliers de 91 marches égale à 364 marches. Et si on y ajoute la plateforme d'en haut, ça nous fait 365 marches, correspondant aux 365 jours de notre calendrier solaire. Donc on peut dire que c'est quand même une pyramide d'un fort beau gabarit, mine de rien. Donc là, un des escaliers qui comprend 91 marches. Alors, je ne vais pas les compter jusqu'en haut, mais il y en a 91. Pas mal tous ces éléments rassemblés dans une seule pyramide, non. Mais il n'y a pas que le Castillo sur le site de Chichén Itzá. Il y a aussi les vendeurs de sifflets en tout genre. Si? Ok. This is the owl.
Ah, ah, la chouette. Ok. You have the eagle. ¿Y cuál es ese Águila. animal? Águila. Águila. Águila, sí. L'aigle. Estos son ocarinas de la tortuga. Hay otro sonido de la muerte. De la muerte. El señor de la muerte. El sonido. Le son de la mort. Son diferentes sonidos. Ah, super. Muchas gracias. Donc ça, c'est les bruits que vous allez entendre si vous venez à Chichén Itzá, des vendeurs tout autour de la pyramide et sur le site. Les imitations du jaguar, de l'aigle, mais surtout du jaguar. Ils s'amusent à faire peur comme ça aux touristes à cette imitation. Ah oui, et puis si vous entendez que ma voix elle est un peu changée, c'est que j'ai un rhume. Je pense que je dois être le seul gars à avoir chopé un rhume par 30 degrés en plein cagnard. Voilà. Donc c'est pas la grande faux forme, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a qui chopent des rhumes, il y en a qui prennent des coups de soleil. Moi je fais les deux. Alors bien évidemment, il n'y a pas que la pyramide Chichén Itzá, il y a aussi derrière moi le temple des guerriers, avec toutes ces colonnes qui sont par centaines et par centaines sur tout autour du temple en question. Et on ne sait pas trop en fait exactement à quoi ça correspond finalement. L'hypothèse des archéologues, c'est que toutes ces colonnes auraient supporté autrefois une frise et un plafond qui se seraient effondrés depuis. Ils pensent qu'il s'agissait de grandes salles de réunion. Soit. Mais c'est pas pour cette raison que je voulais vous montrer ces 1000 colonnes. Et d'ailleurs, il n'y en aurait pas 1000, mais beaucoup moins. Je voulais vous les montrer car elles sont évoquées, ainsi que tout le site de Chichén Itzá, dans le livre tout à fait étonnant de Dominique Setsepfant, intitulé François Mitterrand, grand architecte de l'univers, sorti en 1995. Vous l'aurez compris par le titre, la thèse de l'auteur est que l'ensemble des monuments que François Mitterrand a fait construire à Paris n'a rien à voir avec le hasard et obéirait bien au contraire à une logique ésotérique seulement compréhensible aux seuls initiés. La pyramide du Louvre, l'Arche de la Défense et la bibliothèque François Mitterrand étant sans doute les plus emblématiques, avec toujours ce souci de forme géométrique bien spécifique. Les monuments en eux-mêmes formant également des alignements bien particuliers dans Paris. Mais je vous en parlerai une autre fois. Pour le moment, je vais me focaliser sur un autre monument, ou plutôt une œuvre d'art, moins connue, qui a retenu l'attention de l'auteur. Il s'agit des colonnes de Buren, réalisées par l'artiste du même nom, Daniel Buren, en 1986. Une œuvre d'art commanditée par François Mitterrand et Jack Lang. On la trouve dans la cour d'honneur du Palais Royal, aux abords immédiats du ministère de la Culture, du Conseil d'État et de la Comédie Française. Donc en plein cœur de Paris. Elle est constituée de 260 colonnes tronquées de marbre blanc, aux rayures blanches et noires, avec 3 types de tailles différentes. Tout cela a bien évidemment un sens ésotérique, car rien n'a été laissé au hasard dans la disposition de ces colonnes. Alors quel rapport avec les 1000 colonnes de Chichén Itzá, si ce n'est qu'il s'agit de colonnes dans les deux cas? Le lien ne se fait pas au niveau du nombre total, mais plutôt au nombre précis de 260, qui correspond aux 260 jours du calendrier rituelique maya appelé le Tzolk'in, composé de 13 mois de 20 jours, soit 260 jours. N'est-ce pas étonnant? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce calendrier, vous trouverez toutes les infos dans une émission que j'ai faite sur Nuria TV, une émission qui s'appelle Civilisation ancienne et peuple des étoiles numéro 3, que vous trouverez facilement sur la playlist Nuria TV que j'ai créée sur ma chaîne, afin que vous puissiez retrouver facilement toutes mes émissions. Si j'en reviens aux colonnes de Buren, l'hypothèse de Dominique Setsepfant est que ces 260 colonnes ont été créées comme un gigantesque calendrier à ciel ouvert, qui fait certes référence au calendrier maya Tzolk'in, mais qui permettrait également de calculer la précession des équinoxes, entre autres choses. Je vous conseille donc de lire ce livre pour en apprendre davantage, et même davantage. Et pour finir sur les comparaisons entre Paris et Chichén Itzá, l'auteur cherche également à démontrer que le positionnement de plusieurs sites ou monuments de Paris, comme les colonnes de Buren, mais aussi la place de la Concorde, la salle du Jeu de Paume, la pyramide du Louvre ou encore l'Observatoire de Paris, auraient le même positionnement géographique
que 5 autres monuments de Chichén Itzá, à savoir, entourés en bleu sur le plan à droite, la pyramide de Kukulkan à la place de la pyramide du Louvre, le Caracol, donc un observatoire astronomique qui a une forme circulaire à la place de l'observatoire de Paris au sud de la carte. Au lieu des colonnes de Buren, on aurait donc les 1000 colonnes. À l'emplacement de la place de la Concorde, où l'on dressa la guillotine pendant la Révolution, ce serait le cénote sacré, ou encore puits du sacrifice, où l'on précipitait la malheureuse victime, et le jeu de pelote, de pelota, pour la salle du jeu de paume, où on pratiquait ce jeu avec une balle. L'idée d'une superposition de tous ces monuments entre eux est super séduisante, sauf que lorsqu'après de nombreux bidouillages, je positionne par exemple la pyramide de Kukulkan sur la pyramide du Louvre, et la place de la Concorde sur le cénote sacré, par exemple, en ayant un peu retourné le plan, eh bien, les autres sites ne se superposent pas. Les flèches bleues montrent les écarts entre chacun des monuments qui sont censés se superposer. Et vous aurez beau tenter toutes les combinaisons possibles, et j'en ai tenté un certain nombre, les 5 sites ou monuments ne s'alignent jamais. Dommage, mais au moins comme ça, vous saurez que cette hypothèse ne fonctionne pas. Ça n'enlève bien évidemment en rien le fait qu'il y a bien un lien entre les 260 colonnes de Buren et le calendrier Maya Tzolk'in, que j'ai pu découvrir dans ce livre qui vous met vraiment le cerveau en ébullition tellement il est riche d'informations. Voilà, je crois avoir fait un bon gros tour concernant les étrangetés de Chichén Itzá, je sais pas ce que vous en pensez. Je poursuis maintenant ma route à Mérida, la 13e ville du pays en nombre d'habitants, à partir de laquelle j'irai visiter le site maya d'Uxmal notamment. Hasta la próxima!